Prochain tableau. Développement professionnel du personnel enseignant. Qu'est-ce que les TIC viennent faire là-dedans? Quand un élève commence sa première année, et puis qu'il fait le parcours normal jusqu'en 5e secondaire, il a vu dans sa carrière étudiante 55 profs. Un titulaire par année au primaire, quelques spécialistes, 9 profs par année au secondaire. Il y en a qui revoient, des fois il est content, des fois il l'est moins. Mais il a vu à peu près 55 profs. Selon vous, là, pensez à vos collègues. Là. Quel pourcentage de ces profs-là, ou combien de ces 55 profs-là, exploitent très habilement les technologies d'un point de vue pédagogique et didactique? Quand je fais la distinction entre pédagogie et didactique, quand je dis didactique, c'est vraiment quand le prof enseigne. Se servir d'outils qui permettent de rendre les explications plus claires, plus concises, plus agréables. Pédagogique, quand on met ça dans les mains de l'élève. Combien de profs sur les 55, vous diriez? Un? Wow! C'est pas beaucoup. De toute façon, vous me dites pas 100% d'emblée. Vous me dites pas 100% d'emblée. Je pense que c'est lié à ça. Je vous laisse lire cette petite citation-là. L'élève anonyme, c'est moi. Mais vous imaginez très bien un enfant dire ça. Vous vous imaginez très bien vous-même dire ça. Quand quelque chose nous passionne, quand on aime quelque chose, on l'apprend. Quand ça nous embête, c'est très difficile, ça prend énormément de temps. J'explique ça de la façon suivante, moi. Ça, c'est ma vision de l'apprentissage. En fait, on apprend ce qui est à la rencontre de ce qu'on veut apprendre, de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on a besoin d'apprendre, et ce qui nous procure du plaisir à apprendre ou que le fruit de l'apprentissage soit agréable. Par exemple, apprendre à conduire, pas particulièrement le fun. Savoir conduire, liberté, autonomie, c'est agréable. Le fruit de l'apprentissage est agréable. On apprend définitivement ce qui se trouve dans l'œil du centre, là, il n'y a pas de danger. S'il y a quelque chose qui est là pour vous, vous allez l'apprendre. C'est sûr. À l'école, on dit ce que tu veux apprendre, ben écoute, c'est ces 9 matières-là. C'est les 9 mêmes depuis 300 ans, c'est comme ça. Ce que tu peux apprendre, ah, tu es en 3e secondaire, ah, ben tu as compris tout ce qu'on avait vu en 2e secondaire et avant, tu peux. Ce que tu as besoin, ben tu en as besoin pour le diplôme d'études secondaires. C'est pas une question, c'est une non-question. Puis plaisir, c'est la chose sur laquelle on travaille le plus fort. Il faut travailler fort, s'il vous plaît, pour essayer de ramasser tout le reste qui ne fit pas nécessairement. Je pense que c'est comme ça pour n'importe quel apprenant, un adulte y compris. Mais nous, on apprend comment? J'aimerais ça avec vous juste regarder un petit peu les formes traditionnelles d'apprentissage. Encore une fois, pensez à vos collègues et pensez à ceux qui, en ce moment, sont en train de lire un livre pour être un meilleur pédagogue. Okay, pas un roman, là, un livre pour être un meilleur pédagogue. Pas un livre qui est imposé par l'université s'ils suivent un cours. Vraiment là, de leur propre chef. Quelque chose sur les sciences cognitives, la pédagogie, la didactique. Ceux qui pensent qu'il y a au moins 5% de leurs collègues qui sont en train de lire un livre comme ça, levez la main gauche à peu près là. Okay. Non, ça se peut, ça se peut. Ceux qui pensent qu'il y en a au moins 15% qui lisent, ben là, il n'y en aura pas beaucoup plus, hein? Ben, je m'en allais me rendre à 50%. Si vous pensez qu'il y a 50%, faites ça de même, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas là. C'est pas mauvais de ne pas lire des livres. C'est souhaitable, mais c'est pas mauvais de ne pas lire des livres. Ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est que ce n'est plus le mode de choix. Hein, les gens ne sont pas en train de lire des livres pour leur développement professionnel. Mais la grande majorité des gens vont à des grands colloques. Vous en avez un ici en ce moment, mais c'est occasionnel, ça. Ça arrive une fois de temps en temps. Il y en a des plus gros à part de ça. Il y a des colloques internationaux où il y a 20 000 personnes. Ça, c'est bien rare les gens qui ont l'occasion d'y aller. Il y a les cours universitaires, encore une petite portion, puis là, je ne parle pas des gens qui s'en vont suivre le cours pour devenir directeur ou qui sont en train de faire le cours pour être légalement qualifiés s'ils ne l'étaient pas avant. Je parle des gens qui s'en vont à l'université pour devenir les meilleurs pédagogues, meilleurs didacticiens. C'est plutôt rare. La chose que tout le monde fait, c'est participer à des ateliers. Ça c'est la pause atelier du bonhomme qui est là. Tout le monde participe à des ateliers. Il y en a qui sont imposés à tout bout de champ. C'est ça leur problème. C'est qu'ils sont faciles à compter. Pour une direction, c'est facile à gérer, ça, de dire, OK, tout le monde, il y a un atelier, telle affaire, c'est fait, c'est réglé, les gens l'ont vu, et moi, je peux passer à autre chose maintenant. C'est pas toutes les directions qui voient ça comme ça, évidemment. Mais par rapport à la vision de l'apprentissage dont je vous parlais tantôt, on peut se questionner sur la motivation des gens qui arrivent dans ces formations-là, que ça ne leur tentait pas, ça va-tu fonctionner?
Les gens, ça peut arriver que ça soit à l'extérieur de leur zone proximale de développement. Ça se peut qu'ils ne soient pas prêts pour la formation qui est donnée. C'est pas parce qu'on a tout un baccalauréat en enseignement qu'on a tout le même bagage. On a eu des expériences différentes, on a eu des formations différentes. Mon patron s'est inspiré de Gervais Sirois pour l'exprimer comme ça. Lui, il dit, est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ce qui est facilement gérable quand on pense au développement professionnel? Ou au contraire, est-ce qu'il faut trouver des façons de gérer plus facilement ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est important? Moi, je veux que les profs aient plus de contrôle sur le contenu, sur le choix de développement professionnel qu'ils font, et je veux qu'ils aient davantage d'alternatives, autant sur la forme que sur la livraison. C'est pas obligé d'être un atelier, c'est pas obligé d'être un livre, il y a toutes sortes d'autres façons maintenant. Cette responsabilité-là de la formation, des fois, on se trompe un petit peu. On se demande à qui ça revient. Est-ce que la responsabilité incombe à la commission scolaire, au ministère, aux universités, à la direction d'établissement? Quand on regarde la loi sur l'instruction publique, l'article 22, ça dit, c'est à nous, je m'inclus là-dedans, là. Il est du devoir de l'enseignant de prendre des mesures appropriées qui lui permettront d'atteindre et de maintenir un haut degré de compétence professionnelle. Si c'est à nous, je m'inclus là-dedans, là, je vais être CP, pour moi, c'est la même loi. Si c'est à nous que ça revient, je vais faire mes choix. Je vais faire mes choix dans un cadre. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de me former il y a des sujets pour lesquels ça ne serait pas pertinent. Il faut que j'ai cet entretien-là avec ma direction. Un entretien pédagogique avec ma direction, on va se fixer un objectif. Mais je peux-tu choisir les moyens et peut-être même choisir le moment? Moi, c'est ce que je fais constamment. Je me sers de YouTube. J'ai des chaînes de prédilection. Je regarde TED. J'ai développé la chaîne DevPro. J'enregistre les conseils des meilleurs pédagogues à travers la province. Puis on en fait des belles petites capsules vidéo, 3, 4, 5, 6 minutes. Peut servir de tremplin pour une discussion pédagogique après. Vous pouvez jaser de ça avec vos collègues, faites ça un dîner ou quand vous voulez. Je me sers de Twitter. Je suis connecté avec des gens à travers la planète. Il y a des bons francophones, il y a des bons anglophones, il y a peut-être plus d'anglophones. Hein? Il y en a plus sur la planète, fait que c'est un peu normal qu'il y ait un petit peu plus d'interlocuteurs anglophones que francophones. Si vous comprenez l'anglais, profitez de leurs bonnes questions, leurs bonnes réflexions à eux aussi. Puis, plus récemment, je me sers de Pinterest aussi. Je collige mes références préférées pour le développement professionnel. Je me fais des tableaux avec des vidéos qui m'ont renversé, qui ont changé ma perception de certaines choses sur différents sujets. Puis, vous pouvez aussi suivre des pédagogues intéressants qui font la même chose. Ça, c'est tout plein de ressources. Ces gens-là, là, je les ai jamais rencontrés en personne, à part un. Je les rencontre pas. Ils ne sont pas dans mon environnement et pourtant, ils m'inspirent fréquemment. Les grands penseurs en pédagogie, sur la vision de l'école, etc., on est capable d'avoir leur contenu à tout moment maintenant. Donc, moi, j'ai besoin de me faire reconnaître ce temps-là où je suis en train de faire du travail de développement professionnel. Qu'est-ce que l'objectif, quand on parle de développement professionnel, c'est de donner de la formation aux gens à l'utilisation d'une technologie en particulier? Moi, je pense pas. Quand on fait ça, là, d'abord, pour la base, ça ne fonctionne pas. On en a parlé un petit peu tantôt avec les petits pas. Il y a des gens qui me disent, Marc-André, c'est une porte d'entrée. Moi, quand les profs me demandent de leur donner une formation sur un logiciel XYZ, je dis oui, c'est une porte d'entrée. Si c'est une porte d'entrée, à un moment donné, les gens vont dans d'autres pièces dans la maison. Là. Ils ne restent pas dans le corridor. Il faut s'assurer que c'est une porte d'entrée dans la bonne bâtisse à la bonne rue. Partager des bons coups, échanger des idées, c'est bien, mais ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui nous ramène à quel est le réel objectif quand on parle de développement professionnel et de technologie, c'est de rehausser notre compétence didactique et pédagogique. On va le faire en se questionnant sur nos pratiques, en se réseautant. On va colliger nos ressources, encore une fois, en se réseautant. Puis, dans le fond, c'est de différencier le développement professionnel. Question clé pour vous là-dedans, pour éviter de se mettre la tête dans l'autruche, ça veut dire à quoi ça va servir quand on parle de technologie puis qu'on parle de notre développement professionnel. Est-ce que c'est pour moderniser nos pratiques ou les rehausser? Est-ce qu'on reste dans le bas du modèle sommaire à substituer ou à augmenter seulement ou on s'en vient justement plus dans le haut à modifier et à redéfinir ce qu'on est en train de faire dans nos pratiques pédagogiques et didactiques?
Ici, la mesure de l'effet, il y en a plein de choses à mesurer. On n'a pas l'habitude de les mesurer. On a l'habitude de mesurer des choses beaucoup plus simples, les résultats des examens, des trucs du genre. Mais c'est ça qu'on devrait être en train de regarder. La robustesse didactique du personnel enseignant, comment ça se mesurerait? J'ai des idées, je pense que ça peut se faire. Est-ce qu'on accepterait? Est-ce qu'on jouerait le jeu? Mais il faut. On veut être meilleur à ça. On veut que nos explications soient plus claires, plus accessibles, différenciées même. Mais je pense que de tout ça, la chose la plus importante, c'est la satisfaction professionnelle. Si je m'améliore, puis que les technologies m'ont aidé à devenir un meilleur pédagogue, je suis plus satisfait comme professionnel et tout le reste va mieux aussi. Oui, mais c'est pas tous les profs qui ont accès à une tablette ou à un ordinateur. C'est vrai, c'est encore vrai. C'est pour ça que j'ai proposé à certaines commissions scolaires, puis il y en a qui ont dit oui, un petit deal. Le contrat est le suivant. Le prof vient voir la direction et dit « Je m'achète une tablette. » Quelque chose de bien, là, pas celle qui est dans la pharmacie. Là. Quelque chose de bien, une bonne tablette, un petit plan de développement professionnel. Je vais regarder cette vidéo-là et celle-là avec mes collègues que j'ai choisis. On va regarder ça peut-être sur l'heure du dîner, peut-être après les heures de classe. Un plan de 3 heures de travail, max. Une bonne tablette. Puis la prochaine journée pédagogique qui ne me tente pas, me donne-tu congé? J'ai des directions qui disent oui. J'ai des directions qui disent oui à ça. C'est pas tout le monde qui va embarquer dans un deal comme celui-là. Mais une des directions qui a dit oui à ça me dit « Marc-André, tu le dis pas comme il faut. » C'est pas une journée de congé que je donne. Il dit « Le développement professionnel, il est différé. Il est fait à un autre moment. » Fait que s'il y a une journée pédagogique qui lui tente pas, qui convient pas, qui veut pas, peut pas besoin, ça lui plaît pas, je serais tout simplement en train de gaspiller les deniers publics à forcer cette personne-là d'être là. J'aime mieux qu'elle m'arrive avec un plan, son plan, avec des choses dont on aurait discuté encore une fois. C'est pas n'importe quoi, ce plan-là. Mais je vais avoir donné le contrôle et les alternatives au prof. C'est le prof qui va avoir décidé. Deborah Baker l'a très bien dit, ça, c'est dans la vidéo. Vous avez peut-être vu, c'est rendu vieux, cette vidéo-là. Learning to Change, Changing to Learn. C'est en 2008 que ça a été publié. Elle dit, commencez avec le prof. Si je veux que mes élèves fassent des connexions à travers la planète, qu'ils apprennent à l'aide des technologies et qu'ils se réseautent, je vais commencer par mes profs. Je vais m'arranger pour que mes profs aient les outils en premier. Quand eux autres vont avoir compris la valeur de ça, la machine qu'ils peuvent amener à la maison, là, c'est toujours ça, là. Là, ils vont voir la valeur ajoutée pour l'élève davantage. Alors, je terminerai avec quelques mots pour l'école de demain.